Eh bien, bonjour à vous deux. Canal Pourpre est content de vous recevoir parce que vous êtes ici pour un truc que vous allez nous expliquer. C'est un événement bergeracois qui aura lieu en juillet, dont vous êtes les organisateurs, et qui concerne la lecture, et en particulier la lecture chez les jeunes, comme on dit, les jeunes. Et vous avez une assez longue expérience déjà de cet événement. Qui donc est fondé et qui vise particulièrement à, ma foi, susciter et peut-être faire révéler peut-être la lecture chez les jeunes, parce que vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui les gens doutent un peu de la lecture chez les jeunes. Vous nous direz tout ça. Voilà, alors on va faire comme ça, je vais vous demander de vous présenter successivement l'un et l'autre, l'une et l'autre, et puis ensuite on parlera de cet événement, ça vous va? Oui. Très bien. Honneur aux dames. Bonjour. Alors moi je suis Chloé Marot, je travaille sur le projet du Livrodrome avec Gauthier. Livrodrome. Le Livrodrome, c'est son nom. Ce projet existe, ça va vivre sa 3e édition cette année, mais il existe depuis 2018. Annuel, hein, il y a 3 Annuel, ans. uniquement l'été. Chaque année. Voilà, il a eu lieu en 2018, en 2019. Puis s'est arrêté avec la crise sanitaire et reprend cette année. Okay. Sur ce projet-là, moi je suis directrice de production, voilà. Vous pouvez juste Livrodrome, pourquoi? Parce que ça fait penser à Vélodrome. Voilà, alors parce qu'on est sur un temps de loisir, on est sur ce parc d'attractions littéraires, puisque c'est de ça dont il s'agit, a lieu en plein été, en période estivale en général. Cette année, c'est une première aussi, il va commencer en fin d'année scolaire, pendant le temps scolaire pour quelques-unes des villes qu'on traverse. Course aux livres, d'accord. Et donc voilà, c'était cette idée de parc d'attractions consacré aux livres, à l'écriture, à la lecture, à la littérature, à la mise en voix d'un texte, voilà. Sous toutes ses formes, à condition que ce soit ludique, participatif, offert prioritairement à un public de préadolescents, adolescents, donc 11-18 ans, à l'âge effectivement où les jeunes décrochent en général de la lecture de loisirs. Ah, c'est ça. Bien que ce décrochage reste mesuré, parce que si on regarde un peu les pratiques de lecture de leurs parents, c'est pas forcément beaucoup mieux. Hélas, oui. Et donc, ah oui, mais c'est quand même vérifié ça, qu'il y a un moment de décrochage. Oui, alors c'est principalement à partir de 12 ans, principalement chez les garçons. Donc l'arrivée au collège marque une rupture avec, en gros, ce côté lecture-loisir. C'est paradoxal. Ouais, c'est d'autres pratiques. La lecture devient chiante au collège. Alors, c'est pas qu'elle devient chiante, c'est que les préados, en fait, passent à d'autres types de loisirs aussi qui, finalement, petit à petit, prennent le pas. Et il ne reste de la lecture que les lectures imposées, qui sont pas forcément, qui sont prescrites donc par des adultes. Qui peuvent être des lectures tout à fait intéressantes. Quand ils lisent sur leur smartphone. Mais voilà, les jeunes lisent d'autres choses, lisent aussi pas mal, par exemple, de BD et mangas qui ne sont pas considérés par un certain nombre de prescripteurs et d'adultes en général comme de la lecture, ce qui est une erreur, puisque souvent les adultes entendent lecture comme lecture de romans, lecture d'essais. Et à partir du moment où on s'intéresse à d'autres genres, voire même des genres destinés aux ados et qui sont des fictions. Voilà. Autre paradoxe, parce que je crois que l'édition de la bande dessinée marche très très fort. Enfin, Ah oui, la bande dessinée, le manga, mais même la littérature jeunesse, c'est des chiffres assez incroyables. Il y a 16 000 parutions par an destinées à la jeunesse en France. D'accord. 16 000 titres. Donc vous étiez un stit, hein, c'est pour ça que vous dites tout ça, c'est parce que vous y connaissez. Oui, voilà, le fil rouge de ma carrière professionnelle et de mes différentes orientations, effectivement, c'est la littérature pour la jeunesse. D'accord. C'est une vraie passion. Ok, très bien, merci. Alors, à vous. Bonjour, je m'appelle Gauthier Morax. Alors, j'ai imaginé ce projet il y a donc maintenant 4 ans. Voilà, j'ai essayé de concevoir un projet qui puisse être un projet en direction qui était la commande au départ du ministère de la Culture et du Centre national du livre, comme le disait Chloé, en direction. Vous étiez déjà dans le bain Oui, ça fait une 20aine d'années que je travaille dans le domaine du livre. Ah oui.
après, disons, un début de carrière dans le domaine de la diplomatie culturelle, je me suis retrouvé un peu par hasard tombé dans l'organisation d'événements littéraires, dans le sud-ouest d'ailleurs au départ, et puis à Toulouse notamment. Ah oui. Et puis j'ai eu des périodes où j'ai changé un peu de carrière, j'ai changé un peu ma voie, et je suis revenu dans le domaine du livre et de la programmation d'événements littéraires il y a 4-5 ans, en 2016-2017. Et puis, depuis maintenant 1 an ou 2, j'essaye, au-delà de mes activités de programmation, d'imaginer des nouveaux projets, dont certains sont aussi des projets inédits dans leur format, avec une préoccupation, là aussi, une espèce de fil rouge et un espèce de trait commun à tous ces événements imaginés. Certains se réalisent doute pas. C'est la question de l'élargissement des publics, qui est pour moi un sujet absolument majeur, partant du constat que le public des manifestations littéraires en général, et notamment des festivals littéraires, sont des publics, dans le fond, de lecteurs, et qu'il y a un enjeu aujourd'hui qui se pose dans le domaine culturel. On peut parler du public au singulier dans ce cas-là, je veux dire. J'aurais presque tendance à dire oui. Ouais. Et je pense qu'on a eu beau inventer, il y a eu plein d'évolutions dans le domaine des formats des manifestations littéraires, notamment l'arrivée des festivals, avec cette idée de croiser dans des festivals, non plus les salons qui étaient des salons, alors là, effectivement très populaires, mais qui étaient souvent des événements de signature de livres en fait. Ouais. L'idée, quand les festivals sont arrivés, il y avait cette idée de mettre en scène la littérature, en la faisant dialoguer avec la musique, avec le cinéma, avec l'image, etc., etc. Ce dont je me suis aperçu pour avoir participé à la programmation d'un certain nombre de ces événements, c'est que ça reste des publics qui s'intéressent à la question culturelle, et que c'est un public qui, à mon avis, va s'amenuiser petit à petit. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est de dire, mais je pense que ça se pose pour le livre comme ça se pose pour le cinéma, ou d'autres lieux de culture, c'est comment on va toucher les publics de demain. Oui, parce que moi je suis un gros bouffeur de livres et je n'ai jamais foutu les pieds dans un salon, ni même dans un festival d'ailleurs. Bon, alors là c'est encore autre chose, mais non, mais je pense que demain... Vous semblez parler d'un public en quelque sorte contraint. Non, pas contraint, je pense que c'est un public qui est déjà là. C'est un public qui est déjà intéressé, c'est un public presque captif. C'est des gens qui vont dans les librairies, dans les médiathèques, etc. Vous n'y allez pas. Vous allez dans les librairies, mais vous n'allez pas dans les festivals ou les manifestations littéraires. Mais globalement, les publics qu'on retrouve sont des publics déjà acquis au livre. Et je pense qu'il y a un des enjeux de la question culturelle aujourd'hui, encore une fois, quelles que soient les disciplines, en tout cas dans leur approche un peu classique et traditionnelle culturelle, c'est comment on va toucher les publics de demain. Ça se pose pour les cinémas, puisque dans le fond, qu'est-ce qui les pousse à aller au cinéma alors qu'ils peuvent regarder tout sur tablette, sur écran, etc. Ça se pose évidemment pour le livre. Et donc, est-ce que ça rejoint un peu ce que Chloé disait, c'est-à-dire, du coup, avec les scolaires, vous avez une attache particulière avec l'école pour cet élargissement dont vous parlez? Alors, ça passe évidemment par l'école, mais là aussi, on pourrait dire que c'est presque des publics captifs, contraints. C'est-à-dire que l'école les emmène, ils y vont quoi qu'il arrive, etc. Ce qu'on essaye d'imaginer là, et on va le faire avec le livre, mais plus généralement, moi, dans les événements littéraires que j'essaie de concevoir en ce moment, c'est d'imaginer des nouveaux formats, et le Livrodrome en est un exemple, qui vont partir, pas nécessairement du livre, mais qui vont partir des pratiques culturelles qui sont celles des publics visés. On parlait de l'écran, on parlait de toute une série d'activités. Exercices festifs, ludiques. Et d'essayer, du coup, de se dire, ce que je crois, c'est qu'il y a eu les salons du livre, puis il y a eu les festivals littéraires. Je crois qu'on a une étape aujourd'hui, si on se projette dans les 10-15 prochaines années, qui est de dire qu'est-ce qu'il va y avoir après le festival littéraire, ou comment le festival littéraire va se transformer pour pouvoir renouveler ces publics, qui sont des publics nécessairement vieillissants, je veux dire, et toucher des nouveaux publics. Et pas simplement les toucher en disant on va mobiliser des classes, des collèges, des lycées, etc. Non plus en faisant des signatures d'auteurs et tout ça. Non plus en faisant des signatures, mais inventer des projets complètement nouveaux dans leur format, complètement inédits. Alors je ne dis pas que c'est le cas de tous les événements que j'imagine, mais en l'occurrence en direction de la jeunesse, et le Livrodrome en est un exemple, c'est
Voilà, essayer de penser d'abord à ce qu'ils aiment, ce qu'ils font, ce qu'ils regardent, ce qu'ils pratiquent, pour dire comment on peut mettre du livre dedans s'il n'y est pas déjà. Parce que, d'accord. Voilà. Et donc, oui, ça devrait intéresser les médiathèques aussi, c'est leur boulot aussi. Exactement. Alors, d'ailleurs, vous avez parfaitement raison, c'est-à-dire que le Livrodrome est une réponse à ces questionnements-là. Donc, une réponse que j'ai imaginée en 2018 et que je conduis depuis 2018 avec Chloé. Et pour les médiathèques, par exemple, parce que le Livrodrome, on va en parler un peu plus concrètement de ce que c'est que ce projet, mais c'est un projet d'animation d'un territoire sur une journée ou deux autour du livre en direction de la jeunesse. Donc voilà. Pour les médiathèques, par exemple, elles perçoivent le Livrodrome comme un laboratoire d'expérimentation de dispositifs destinés à pourquoi pas être repris tout au long de l'année et à attirer. À donner des idées à tout le monde, pas seulement au public, mais aussi aux professionnels. Exactement. Exactement. Oui. Donc voilà pour vous dire un peu mon parcours, mes réflexions et donc ce projet du Livrodrome qui est né en 2018. Ok, donc alors ce boulot d'intermédiaire qui est tout à fait intéressant, donc il va se passer à Bergerac en juillet. Vous allez faire une espèce de tour de France, enfin une sorte de tour de France. Vous allez essayer de faire un tour de France et Bergerac fait partie de ces villes qui ont été retenues, si j'ai bien compris. Et qui ont été non seulement retenues, mais qui ont été même candidatées, pour le projet, postulées. Et évidemment, on était ravis de venir. Je vais vous raconter de l'anecdote sur Bergerac, mais d'abord sur la dimension Tour de France. Vous parliez de la question du Livrodrome tout à l'heure. Oui, ça fait penser à Vélodrome. Et oui, il y a une analogie extrêmement claire avec le Tour de France. Par au moins 3 aspects. D'abord, le premier, itinérant. C'est-à-dire que le Livrodrome est un projet itinérant depuis le départ et il devient un projet national en 2022. On passe de 5 à 10 villes pour vraiment faire un Tour de France qui commence à Paris, qui se termine à Marseille, qui passe par Liévin, Toul, Saint-Dié-des-Vosges, Bergerac, Mont-de-Marsan, Saint-Étienne, Montpellier, Pamiers, et qui va donc traverser le territoire pendant 1 mois durant l'été, premièrement. Donc il y a cette analogie avec le côté itinérant. Il y a une deuxième analogie à faire, qui est le caractère spécifique de chaque étape. Le Livrodrome est un projet à la fois identique dans chacune de ces 10 villes, c'est-à-dire qu'il y a un nombre d'attractions communes à toutes ces villes. Oui, vous avez des stands, je crois. C'est des espaces, voilà, qui souvent sous des barnums, des tunnels, mais parfois avec des structures un peu différentes. Et il y en a un certain nombre qui sont communs à toutes les villes. Mais comme le Tour de France, chaque étape a sa particularité. Et comment on construit cette particularité? En travaillant avec des acteurs du territoire, quels qu'ils soient, culturels, sportifs, associatifs, médias, pour imaginer dans chaque ville, au-delà des 12 attractions spécifiques qu'on construit, et qui sont donc communes, 4, 5, 6 projets inédits. D'accord, c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc ça, c'est quoi l'anecdote que vous disiez? Alors, je vais arriver à la troisième. Non, le troisième parallèle qu'on peut faire avec le Tour de France, c'est la dimension, alors évidemment, toute proportion gardée, extraordinairement populaire qu'a le Tour de France, et que le Livrodrome cherche à atteindre. On touche des publics le plus souvent très éloignés du livre, des publics qui souvent découvrent le livre pour la première fois, et l'idée c'est de leur faire découvrir dans des mises en scène complètement inattendues pour eux. Chloé parlait tout à l'heure de la lecture contrainte dans l'établissement. Là, l'idée, c'est de dire, on va vous présenter le livre comme vous ne l'avez jamais vu. Et on va partir de vos pratiques pour y mettre du livre. D'accord. Ce qui me conduit à faire des foot littéraires, à faire des expériences numériques, de lecture en 3D, enfin bref, à faire des partenariats avec TikTok pour faire des challenges de lecture, etc., etc. Et donc, il y a cette analogie aussi populaire et ce parallèle avec le Tour de France. Et d'ailleurs, il y a un partenariat avec le Tour de France, puisque dans un certain nombre de villes-étapes cette année, je pense notamment à Saint-Étienne, on va construire un projet en commun avec le Tour de France qui fera étape à Saint-Étienne peu après notre venue. D'accord. Non, l'anecdote de Bergerac, il se trouve qu'il y a en 2020, je crois, oui c'est ça, 2020, je passe l'été en Dordogne. Et nous décidons de venir vers Montpont-Monestrol et on décide de venir une journée à Bergerac pour visiter la ville. Et on se rend dans les librairies de la ville avec ma compagne, et parce qu'elle avait commandé des livres à la Colline aux Livres.
Et donc... Qui est une librairie. Qui est une des grandes librairies indépendantes de la ville. Et on décide, donc on y va, et il y avait les masques. Il y avait les masques. C'est un point important, c'est qu'il y avait des masques. Et au moment de payer, je vais voir le libraire et je lui dis, voilà, je viens vous voir parce que j'ai ce projet de livrodrome qu'on va reprendre, sans doute en 2021 ou 2022. Et je trouve que Bergerac serait une formidable ville d'accueil. Il y avait beaucoup de monde. On était en plein mois de juillet, entre juillet et août. Enfin, il y avait énormément de monde. Et je trouvais que c'était une ville parfaite pour le format du livrodrome. Et donc on commence à discuter. Je lui parle un peu du projet. Il me dit, mais complètement, je vais faire le lien avec la ville. Et c'est un peu grâce à lui. C'est pas un peu, c'est même complètement grâce à Baptiste Gros que le livrodrome s'est fait à Bergerac. D'accord. Et l'anecdote, c'est que au moment où il me donne la carte, je vois le nom. Je me dis, mais c'est marrant, je connais ce nom, on a travaillé ensemble. Et en fait, je me suis occupé de la programmation du Salon du Livre de Paris pendant 4 ans. Et j'avais invité Baptiste, sauf que masqué, on ne se reconnaissait pas. Et donc, c'est au moment où on s'est donné nos cartes de visite respectives, on s'est aperçu qu'on avait déjà travaillé ensemble. Et donc, ça a facilité évidemment le lien. Et c'est comme ça qu'on a pu écrire, par son intermédiaire à la ville de Bergerac, qui tout de suite a répondu positivement. Et du coup, on est absolument ravis de venir ici. Parce que dès le départ, on se disait c'est une ville qui pourrait parfaitement... Pour revenir à ce projet, est-ce que vous pouvez donner un exemple vous avez dit on part des pratiques pour arriver au livre, ou on va mettre de la lecture dans les pratiques. Vous avez un exemple de ce genre de passage On en a même plusieurs. C'est pas le cas nécessairement de toutes les attractions, mais enfin, on essaie que la plupart d'entre elles soient liées à ça. On prend un exemple. Je vous disais, nous on a 12 attractions qui sont communes à toutes les villes. Sur ces 12-là, il y en a au moins 3-4, je veux dire, qui partent complètement de leur pratique et dans lequel on va mettre du livre. D'abord, le salon numérique. Le salon numérique, c'est un espace pour découvrir, dans des casques de réalité virtuelle, les dernières créations de bandes dessinées en 3D. Ou sur des téléphones, une espèce d'applications littéraires qu'ils ne connaissent pas nécessairement, mais qui sont disponibles, donc extrêmement facilement accessibles sur leur téléphone, et ils vont pouvoir dialoguer avec Damasio de manière virtuelle autour de son bouquin des furtifs. Je veux dire, à partir du projet du livre des furtifs, ils vont être guidés dans l'univers de Damasio. Ça, c'est un exemple. D'accord. Ils n'ont pas besoin d'avoir lu le livre pour pouvoir jouer. Sans avoir En revanche, le jeu va peut-être leur donner envie d'après d'aller voir le livre, qui est un livre assez compliqué. Et ça se présente sous la forme du texte sur écran, quoi. Non, c'est une application. En fait, on rentre dans un univers qui a été créé spécialement à partir du livre et dans lequel il y a une espèce de voix qui nous guide. Ce sont les éditeurs qui ont préparé ce genre de choses? Non, c'est un producteur. Il y a quelques producteurs en France qui s'intéressent qui s'intéressent justement aux pratiques des jeunes, essayant de mettre des livres dans des formats qui sont les leurs. Et il se trouve qu'il y en a un qui est particulièrement innovant, qui s'appelle Red Corner, qui a imaginé plusieurs projets, tous très différents, mais tous liés au numérique, en imaginant en partant du livre, d'un livre ou d'un album au départ. Et donc, voilà, il a imaginé par exemple cette application-là. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, on s'est dit, bon, vous avez cité Damasio, il y en a d'autres exemples de création de l'univers qui correspond à l'auteur? Oui, on travaillait beaucoup avec la bande dessinée Sens, où là, on chausse un casque de réalité virtuelle et on se promène dans la BD pendant un quart d'heure, 20 minutes. Il y a Lewis Carroll avec Alice au Pays des Merveilles, où il y a des créations en 3D qui ont été faites, enfin assez magnifiques. L'idée, c'est de présenter ça. Donc là, vous voyez, on s'est dit, le numérique est quand même extrêmement présent dans l'univers qui est le leur, mais pas que le leur d'ailleurs, mais notamment le leur. Donc, on va essayer de trouver des projets. D'accord. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, on s't dit, voilà, c'était les tatouages, maintenant c'est devenu comme ça, quelque chose d'extraordinairement populaire. Donc, on va faire des tatouages littéraires. Éphémère naturellement, mais toute l'idée c'est de dire au-delà de l'activité du tatouage littéraire qui marche évidemment extrêmement bien, ils adorent. Oui, on va pas graver avec un truc. Non, on va pas graver. À la recherche du temps perdu. non, c'est pas l'idée. En revanche, l'idée c'est de dire comment, à travers cette activité qui est purement ludique, comment ça va les renvoyer vers les livres. Donc toute notre réflexion, c'est de s'interroger sur, quelle que soit la dimension ludique de l'activité, comment ça les renvoie un moment vers le livre ou vers l'espace librairie du livrodrome. Deuxième exemple. Troisième exemple, on sait qu'ils sont aujourd'hui
extrêmement présent. Un exemple de tatouage qui renvoie à... En fait, le tatouage, pour avoir le droit d'avoir son petit tatouage, il faut d'abord remplir un quiz, façon quiz de l'été. Quel personnage littéraire êtes-vous? Quel grand personnage de la littérature êtes-vous? Alors ça mélange Gavroche, Harry Potter, Robin des Bois, Hermione Granger, plein de personnages différents qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas. Mais en tout cas, à la fin du questionnaire, on leur dit, voilà, toi si tu étais un personnage de la littérature, tu serais un tel ou une telle. Et on espère que ce processus d'identification leur donnera envie ensuite d'aller chercher le livre. Et bien sûr, ils se font tatouer soit un symbole, soit par exemple, qui renvoie, soit le visage qui est connu, soit la silhouette de Gavroche. Figure significative. Et bien sûr, le livre est présent sur le Livrodrome, dans l'espace librairie. Ils peuvent se l'acheter s'ils ont quelques sous sur eux, ce qui est en général pas le cas, mais on leur distribue les chèques lire. Donc ils peuvent souvent se procurer le livre, on espère les guider dans leur choix, et puis sinon ils achètent ce qu'ils veulent, ce qui leur plaît sur le stand. Deux derniers exemples très très rapides. On sait qu'ils consultent beaucoup TikTok, qu'ils sont beaucoup sur ce réseau qui s'appelle TikTok. Donc on a imaginé un partenariat avec TikTok. TikTok finalement a été intéressé, donc ils vont venir, mais on a imaginé un défi TikTok, un défi de lecture sur TikTok. Et donc on va construire une attraction qui s'appelle le BookTok, où ils vont devoir lire des textes qu'ils liront, qu'ils choisiront. Donc il y a cette idée vraiment de dire on va sélectionner un texte, les lire avec une contrainte qui est de la musique dans les oreilles et le lire le mieux possible. À voix haute. À voix haute. Voilà. Dernier exemple, on a fait avec SoFoot et Tatane Foot, on a fait un foot littéraire dans certaines villes. On a organisé une Coupe du Monde de foot littéraire où ils jouaient au foot, sauf qu'il y avait un certain nombre de règles et que les règles étaient des règles littéraires, les incitant à lire à voix haute, les incitant à lire mieux que l'autre équipe. Donc il y avait, vous voyez, c'est des points importants. C'est-à-dire que souvent, ce qui est le plus important, c'est pas tant l'activité que le dispositif qui est mis autour pour les amener à réellement lire un texte. Et c'est ce qu'on a essayé, même dans les activités les plus ludiques, d'imaginer, c'est très bien, mais comment ça va les plonger dans un livre au moment de l'activité, ou comment ça va les inciter à aller se procurer des livres ensuite. Voilà. Et l'expérience est relativement courte jusqu'ici, mais donc vous avez de bons retours. Enfin, vous avez ce qui a déjà été fait, vous avez renvoyé des trucs. Oui, alors déjà en termes de fréquentation, alors on est dans des villes moyennes, en plein cœur du mois de juillet, on s'adresse à des ados, donc qui sont pas forcément volontaires pour participer à ce qu'une ville propose l'été. Ils préfèrent parfois être avec leurs copains, voilà. Et ben en fait ils viennent parce que justement ces dispositifs leur parlent. Ça c'est le succès du truc. Voilà, donc ça c'est en termes de fréquentation. Et puis les villes sont contentes de notre passage parce qu'en général elles nous demandent si on peut revenir l'année d'après. D'accord. Alors c'est faisable parfois non, parfois on verra plus tard. Mais il y a des classiques, c'est-à-dire qu'il y a des étapes comme le Tour de France, l'Alpe d'Huez ou le Mont Ventoux. Nous au Livrodrome on a des étapes. Par exemple cette année on va retourner pour la 3e fois à Saint-Dié-les-Vosges, qui est une étape qui est devenue un classique du Tour de France littéraire qu'est le Livrodrome, Saint-Étienne une 2e fois, et il n'est pas du tout exclu qu'en 2023, on revienne dans un certain nombre de villes. On est allé, même s'il y a déjà une quinzaine de villes qui se sont positionnées. Donc vous n'avez jamais rencontré d'élus municipaux qui vous disent « Mais non, moi la culture, j'en ai rien à foutre, allez vous faire voir. » Non, pas pour l'instant. Non, c'est assez rare, surtout sur un projet qui est vraiment un projet très ludique l'été, et qui est un projet un peu, encore une fois, dans des formats un peu inédits de présentation du livre. Après, juste, je continue un petit peu sur le bilan. Les libraires sont très contents aussi parce alors bien sûr, ils font un chiffre d'affaires qui est assez exceptionnel pour un jour de juillet, mais aussi parce qu'ils rencontrent des publics qu'ils n'ont jamais croisés dans leur librairie. Un peu pareil avec les médiathécaires, on est en général assez loin des lieux du livre. Le Livrodrome, il est pas dans la médiathèque, parfois il est à côté. Ça a pu arriver, mais c'est pas vraiment ce qu'on cherche à faire. En revanche, on cherche à inciter les jeunes à aller ensuite en médiathèque. Donc c'est l'occasion de parler d'un dispositif qu'on va tester cette année avec un bureau des médiathécaires avec des inscriptions possibles dans la médiathèque de la ville pendant le Livrodrome. Et il y a une partie dont on n'a pas du tout parlé, ce sont quand même nos invités, les artistes, les auteurs, les illustrateurs, éditeurs, qui interviennent sur chacun des livrodromes. Qui sont présents. Oui, on invite une dizaine d'artistes par ville-étape. Qui vous suivent dans chaque ville Non, ça change à chaque ville. D'accord. Et eux aussi sont ravis de rencontrer leurs lecteurs dans des formats qui sont inattendus, qui changent un peu de la conférence table ronde. Dans cette optique du compte-rendu, enfin du truc passé, c'est la bande dessinée qui a le plus de succès, ou bien c'est pas évident, ou bien c'est... Non, c'est très varié. Il y a une dernière série d'acteurs qui sont ravis, c'est les acteurs culturels de chaque ville traversée.
Oui. Pourquoi ? Parce qu'on travaille avec eux. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet en kit qu'on amène et qu'on installe. Oui, d'accord. Il y a vraiment un travail spécifique à chaque ville. Et pourquoi ils sont ravis alors ? Ceux avec lesquels on travaille. La preuve, c'est que vous êtes là quelques mois avant. Voilà, mais c'est surtout que, enfin, c'est pas un mais d'ailleurs, c'est oui, on est là quelques mois avant, exprès, parce que pour eux, c'est l'occasion, là aussi, d'imaginer des formats. On le disait tout à l'heure, le Livre-Dôme est un laboratoire d'expérimentation aussi dispositif. Il est perçu comme tel par les médiathèques, mais il est aussi perçu comme tel par les acteurs culturels. C'est-à-dire, parce que c'est eux qui font des propositions. Nous, on peut les aider à finaliser le projet. Mais c'est eux qui imaginent. Et ils imaginent des choses totalement folles. C'est-à-dire qu'on a fait de la sculpture sur sable littéraire. On a fait des escape games. Alors, ça, c'est plus rare, mais enfin, ça existe quand même, des escape games littéraires. On a fait à Saint-Étienne, qui est la ville de la Sarbacane, on a fait de la Sarbacane littéraire. On a fait du rap autour de textes de poésie. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'on a essayé détail, mais il n'y a pas de droit d'entrée. Non, c'est gratuit. C'est gratuit. Il y a encore une catégorie, moi, il faut que je le dise, c'est nous en fait. Enfin, j'ai parlé pour moi, mais je pense que c'est un projet qui m'éclate. Moi, vraiment, ce projet, je le trouve formidable parce que, effectivement, c'est pendant un moment de vacances, ça reste du loisir et on apporte cette dimension littérature, livre, etc. Non, c'est vrai que c'est intéressant. Super. Philippe, tu voulais poser une question ? Pas du tout. Non, si. Philippe est derrière la caméra. On m'entend pas, tu pourras retranscrire la question. C'est le financement. Est-ce que c'est comme le Tour de France et les villes financent le Livre-Dôme ? La question est celle du financement. La question de l'argent. Toujours aussi indiscret, se demande qui paye. Il n'y a aucun souci. En fait, lors des 3 premières éditions, comme je vous le disais, le Livre-Dôme a en fait été un projet qui a été retenu par le CNL. Et donc, la structure... Centre national du livre. Centre national du livre, qui est donc l'opérateur pour la politique du livre du ministère de la Culture. Et donc, on était prestataire du CNL, dans le fond. On a imaginé ce concept, mais on était prestataire du CNL. Et donc, les frais d'organisation, les frais artistiques, étaient complètement couverts par le CNL. On a changé de modèle économique cette année, pour plusieurs raisons. L'une des raisons étant que on est passé à 10 villes, qu'on a essayé d'améliorer certains points, notamment sur la scénographie de l'espace, etc. Et donc le CNL, lui, on est allé le revoir, il s'est dit on sera à nouveau à vos côtés, mais on n'augmentera pas notre soutien, on va déjà le maintenir, ce qui était déjà pour nous formidable. Et donc on a changé un peu de modèle économique en sollicitant des villes pour un budget donné. Mais ça reste républicain, si je puis dire. Et c'est un point extrêmement important, parce que notre idée était de dire toutes les villes doivent pouvoir accueillir le Livre-Dôme. Le critère économique ne doit pas être un critère... Un obstacle. Il ne doit pas être un obstacle. Donc on a essayé, et je peux vous dire que là, ce n'est pas du tout les mêmes tarifs que le Tour de France, parce que je connais les tarifs du Tour de France, qui sont des tarifs considérables. Alors évidemment, encore une fois, c'est le principe général. Vous voyez bien qu'on n'a pas la notoriété du Tour de France. Comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. Et non, simplement, effectivement, comparaison est raison. Mais bon. on a essayé d'abord de rendre ce projet accessible à peu près toutes les villes. D'autant que certaines villes, vous voyez, cofinancent les projets avec l'agglo, dans le cadre des quartiers politiques de la ville. Donc, ils trouvent des financements qui leur permettent de le faire. Je crois que dans toutes les villes qu'on a sollicitées, parmi celles qui ont répondu, on a eu des noms, c'est-à-dire de dire cette année pour nous c'est trop court, etc. Jamais, ou presque, je crois qu'il y a eu 2 villes sur les 60, sur le critère économique. Ça a été sur le critère économique. Le deuxième point très important, le deuxième point extrêmement important du Livre-Dôme et de cette contribution, c'est ce qu'on dit aux villes, c'est un argent qui est quasiment intégralement réinjecté dans le territoire. Donc c'est un soutien indirect à la vie économique du territoire. De 3 manières différentes. D'abord en soutenant les acteurs culturels, puisqu'on finance des projets. Deuxièmement, en soutenant les librairies, puisque les chèques lire permettent, comme le disait Chloé, aux libraires de faire des chiffres d'affaires le jour même, mais aussi dans les jours qui suivent. Et puis c'est des points directs, parce que l'idée c'est qu'ils identifient ensuite ces lieux du livre, ils y retournent, donc voilà. Et troisièmement, avec l'ensemble des partenaires logistiques, techniques, etc. Alors la ville met à disposition les tonnelles de ville, etc. Mais il y a évidemment des coûts supplémentaires, logistiques, d'hébergement, d'une équipe de 10 invités presque à chaque fois. Et donc, pour tout vous dire, c'est un argent qui est
voire plus, quasiment. Bon investissement. Là, quand on parle de... Non, mais c'est un point important parce que, alors sur le Livrodrome, il ne peut pas y avoir ces polémiques parce que les sommes sont trop faibles. Mais on s'interroge surtout sur l'économie de la culture. Je veux dire, c'est une question régulière dans les manifestations. Et si on calculait, par exemple, rien que sur les 10 villes-étapes cette année, le retour, j'aime pas ce terme-là, mais les retombées économiques sur la ville, elles sont nettement plus importantes que la ville. Si vous D'accord. Parce qu'il y a aussi toute la préparation en amont. Oui, donc si vous voulez, voilà. Votre caravane, entre guillemets, ça fait combien de personnes? Enfin, On est 5. 35. Non, 5. Ah bon, non mais avec les auteurs et alors les auteurs nous rejoignent, ils sont entre 10 et 12 par ville. Donc il y a une vingtaine de personnes qui sont chaque fois... Après, on a une vingtaine de bénévoles à nos côtés le jour J. Ok. Voilà. Non, c'est-à-dire qu'il faut imaginer, on calculait hier soir, sur les 10 villes, nous on travaille globalement avec près de 150 acteurs du livre culturel associatif, concrètement, auteurs, illustrateurs, éditeurs, acteurs du livre, acteurs culturels du territoire, 3-4 à chaque fois, plus les acteurs associatifs, les centres de loisirs, les centres sociaux, etc. Pas que d'ailleurs, il y en a d'autres, mais voilà. Donc ça fait près de 150 à 200 personnes, plus dans l'organisation, une vingtaine de bénévoles sur chaque date, qui assurent en gros la circulation des publics entre les différentes attractions. Voilà. Ok. Très bien, je crois que vous avez rendez-vous dans un quart d'heure. Vous voulez ajouter un truc? On aurait oublié. Venez, le 13 juillet, venez. Oui, bien sûr. Rendez-vous le 13 juillet. Non, venez parce que c'est un projet, quand on imagine nous-mêmes les 12 attractions dont je vous parlais, ou celles supplémentaires, on est nous-mêmes en se disant est-ce que nous on aurait envie de les faire. Ok. C'est une partie d'un parc d'attractions. Ça vous avez bien fait de venir en tout cas, et suffisamment tôt. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. You know,